Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce premier cours théorique, nous allons aborder un thème qui est dans l'actualité, à savoir les agents infectieux et micro-organismes. Donc, tous les jours, tu partages ton environnement avec de nombreux autres vivants, comme par exemple les chiens, les acariens, les plantes, les humains, mais aussi avec des virus et des bactéries. Chacun d'entre vous a déjà été confronté à des infections microbiennes, typiquement la grippe, la rhinopharyngite, le rhume, etc. Ces agresseurs potentiels, parfois invisibles à l'œil nu, sont partout autour de toi. Et puis tu survis grâce à des moyens qui sont très efficaces pour maintenir le bon équilibre de ton organisme et le défendre face à ces agresseurs. Donc maintenant, j'aimerais que tu prennes un petit peu de temps pour définir ces deux mots, donc les micro-organismes et les agents pathogènes. Je te laisse mettre sur pause la vidéo et puis écrire les petites définitions et ensuite tu peux remettre la vidéo en marche pour pouvoir voir la définition. Donc, qu'est-ce que c'est les micro-organismes? Donc, c'est des organismes qui sont vivants, invisibles à l'œil nu. On peut seulement l'observer à l'aide d'un microscope. On verra par la suite dans le cours différents exemples de micro-organismes. En ce qui concerne les agents pathogènes, en fait, c'est un facteur qui est capable d'engendrer une maladie. Pathogène, ça vient du mot grec pathos, qui veut dire la souffrance. Donc, les agents qui vont faire souffrir votre corps. Donc maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus aux micro-organismes, donc à la base, le mot microbe, c'était synonyme de micro-organisme, ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il y en a certains qui sont pathogènes, et puis d'autres qui sont inoffensifs. Donc souvent, on appelle les microbes ceux qui sont pathogènes, donc qui amènent des maladies. Si on commence donc par le premier type de micro-organisme, qui sont les bactéries. Donc les bactéries, c'est les organismes qui sont le plus présents sur Terre. Ils ont un rôle important dans toute la biosphère. Ils vont permettre de décomposer certains aliments, ils vont permettre de faire fonctionner tout l'environnement, etc. On peut en retrouver un petit peu partout. Typiquement, même à l'intérieur de vous, il y a plein de bactéries, dans vos intestins, et aussi pour fabriquer certains aliments, comme les yogourts, les fromages, etc. Malheureusement, il y a quand même certaines bactéries qu'on appelle des bactéries pathogènes, comme le tétanos. Si vous vous coupez avec un objet qui peut avoir de la rouille ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir le tétanos. La tuberculose, la lèpre, la peste et puis certaines méningites. La particularité des bactéries, c'est qu'elles se multiplient très 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 rapidement. Donc du moment qu'il y a une bactérie, elle va se multiplier et plus il y en a, plus il y aura une démultiplication. Si on regarde un petit peu cette bactérie, on voit que nous avons le flagelle avec également la membrane et la paroi, les ribosomes, le cytoplasme, tout ce qu'on retrouve essentiellement dans une cellule. Maintenant, on va passer à quelques exemples de bactéries. La première dont je voulais vous parler, c'est l'Escherichia coli. Donc, c'est une colibacille. En fait, c'est une bactérie qu'on a tous dans nos intestins. Ça représente à peu près le 80% des bactéries de notre intestin. Cette bactérie qui peut être pathogène va se transmettre par exemple par la consommation d'aliments comme les viandes ou les légumes qui ne sont pas suffisamment cuits. Ça peut être aussi avec dans certains fruits, etc. Mais principalement avec les aliments qui ne sont pas assez cuits. On a un deuxième exemple, c'est le staphylocoque. Donc le staphylocoque, c'est une bactérie que l'on retrouve normalement sur la peau. Donc ça se peut qu'il y ait des agents pathogènes et puis qu'on ait une infection. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler du staphylocoque doré. En ce qui concerne la salmonelle,
Donc ça, c'est une bactérie également qui est transmise par des aliments contaminés, typiquement. Ça peut être aussi de la viande qui a été contaminée, qui est pas fraîche ou quoi que ce soit. Et puis ça va apporter la salmonellose. On va passer maintenant à un deuxième type de micro-organisme. Donc c'est un micro-organisme qui a pris beaucoup de place ces derniers temps. Donc c'est les virus, avec le fameux coronavirus. Donc les virus, c'est des micro-organismes de très petite taille. Et puis à la différence des bactéries, ils peuvent uniquement se multiplier à l'intérieur d'une de vos cellules. Donc typiquement, il va rentrer à l'intérieur et puis se multiplier. Donc la cellule va se multiplier pour avoir des cellules atteintes avec ce virus. Donc on a plein d'exemples de virus. Alors bien sûr le coronavirus, on a également le HIV, donc en français c'est le VIH, donc c'est le virus de l'immunodéficience humaine, c'est le virus du sida. On a également un virus sexuellement transmissible qui est l'hépatite B, le virus Ebola, auquel on a parlé il y a quelque temps, l'adénovirus qui va toucher principalement le système respiratoire, le virus influenza qui est responsable de la grippe, et puis le virus bactériophage, donc lui c'est un virus un petit peu spécial qui va manger entre guillemets une bactérie. Donc voilà à quoi ressemble le virus, le VIH. Au niveau de la grippe et le bactériophage. Donc ici, vous voyez le virus bactériophage qui va attaquer les bactéries. Un troisième type de micro-organismes, ce sont les champignons. Donc on a deux groupes de champignons, les champignons qu'on appelle les champignons macroscopiques. Donc ça, c'est les champignons qu'on connaît, les bolets, les chanterelles, etc. Et puis les champignons microscopiques, donc là c'est tout ce qui est au niveau moisissure, levure, les mycoses. Donc ici on voit un type de champignon microscopique avec notre mycose, donc vous voyez ici le développement de la mycose sur les pieds. Donc ça arrive principalement dans des endroits qui sont un petit peu humides et chauds. Donc veillez quand même bien à vous essuyer les pieds après être sorti de la douche, entre les orteils, etc. pour éviter d'avoir un risque de développement de mycose, notamment quand vous allez à la piscine ou dans des endroits où vous êtes à pieds nus. On a également les levures. Donc ça c'est ce qui va permettre au pain de gonfler et puis de prendre cette forme. Les pains sans levure sont très plats et n'ont pas cette forme gonflée. Donc ça c'est un micro-organisme, donc un champignon microscopique. Et on a les moisissures, donc si vous laissez trop longtemps des fruits, etc., ou des légumes, ben, vous aurez une certaine moisissure qui va apparaître, comme vous voyez ici, ça peut être de différentes couleurs, une sorte de mousse, etc. Donc ça, c'est aussi un champignon microscopique. La dernière famille, c'est les parasites. Donc les parasites, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des organismes qui sont microscopiques, vivants à l'intérieur d'autres êtres vivants. Donc en fait, ils ont besoin d'un autre être vivant pour pouvoir survivre. Donc ils vont perturber le fonctionnement de leur hôte et puis ils vont être responsables de certaines maladies. Typiquement, ben là, on voit le tic. Donc, le tic va faire la maladie de la borréliose. Donc là, si tout d'un coup, maintenant c'est aussi la période des tiques, donc si vous allez vous promener en forêt ou quoi que ce soit, essayez de mettre des habits qui sont un petit peu longs et puis de contrôler à la fin de vos balades les différentes parties de votre corps pour voir si vous avez des tiques qui sont présents. Donc c'est assez important de le faire parce que en fait on a cette tête ici qui va s'enfoncer à l'intérieur de votre peau, qui va sucer le sang et du coup son corps va gonfler et puis ça se peut que la tête reste à l'intérieur de votre peau.
C'est pour ça qu'il faut utiliser une pince spéciale pour pouvoir retirer les tiques. On a également le ténia du porc, qu'on appelle aussi ver solitaire. Donc là, ça va causer différents problèmes au niveau des intestins. On a la malaria, qui est provoquée par un moustique. Et puis, cette maladie va infecter les cellules du sang et les détruire. Et pour finir, on a l'amibiase. Donc l'amibiase, c'est un parasite qui se trouve dans l'eau et qui peut provoquer différentes diarrhées ou autres. Donc là, si on regarde un peu la flore microbienne de l'homme, donc on voit qu'il y a plein de microbes, de bactéries, etc., qui se trouvent dans notre corps et sur notre corps. Typiquement, vous avez dans la bouche des streptocoques, dans les fosses nasales, staphylocoques et pneumocoques. Les staphylocoques se retrouvent également sur la peau. À l'intérieur de l'estomac, pour aider à la digestion, vous avez des hélicobactères. Et puis dans le gros intestin, comme on a vu avant avec les Escherichia coli, c'est les colibacilles. D'accord? Donc ça, vraiment, tout à l'intérieur de votre corps, il y a une flore microbienne qui est importante et qui va vous permettre d'accomplir plein de missions. Donc toute la journée, en fait, vous êtes confronté à des micro-organismes. Donc il y en a certains qui peuvent être pathogènes, mais d'autres qui sont absolument nécessaires pour votre corps, comme je l'ai dit avant, pour la digestion, pour la protection, et puis aussi pour l'environnement avec la biodégradation, le recyclage d'autres organismes, etc. Et pour vous protéger contre ces micro-organismes, vous avez des barrières naturelles qui seront présentes. Donc il faut savoir que ces micro-organismes peuvent se transmettre par la voie respiratoire, comme on a entendu parler avec le coronavirus. Il y a aussi le virus de la grippe, la rubéole, bacille de la tuberculose, par les voies digestives, donc quand on mange, les salmonelles, le virus de la grippe intestinale entre guillemets, bacille du choléra, aussi par les voies cutanées, donc au niveau de la peau, avec le bacille du tétanos, ou bien le parasite du paludisme, donc la malaria, et puis par les voies génitales lors de rapports sexuels, comme avec la syphilis, le sida ou l'hépatite B. Quand je parlais des barrières, donc on voit qu'il y a plusieurs barrières naturelles. Typiquement, à l'intérieur de la trachée, on a des petits cils qui permettent de rejeter certains micro-organismes. De même que la peau, elle est imperméable à ces micro-organismes. On a aussi plein de muqueuses, que ce soit dans les intestins, que ce soit chez les filles dans les muqueuses vaginales, on a aussi les muqueuses nasales. Et puis il y a des barrières chimiques. Donc ça sera des substances qui seront produites par votre corps et qui vont permettre d'empêcher ces micro-organismes de passer. Alors, on a les larmes, mucus nasal, la salive, la sueur, le suc gastrique, les spermines chez l'homme et les sécrétions vaginales chez la femme. Donc vous pouvez prendre votre support de cours et on va compléter les différents éléments qu'on a déjà vus et qui nous restent encore à voir. Donc ici, si vous avez bien suivi, vous savez que là, nous parlons des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. Donc, comme on a vu, vous allez devoir vous défendre contre ces agents pathogènes et puis vous pouvez compter sur les barrières naturelles que je vous ai présentées avant pour vous défendre. Donc ici, c'est vraiment les barrières naturelles qui vont empêcher ces agents pathogènes de rentrer. Effectivement, le moyen le plus efficace d'éviter une infection, c'est d'interdire l'entrée de ces agents infectieux. Si on regarde ici, donc la couche imperméable aux micro-organismes, donc qui va nous protéger, c'est la peau.
ce qui produit du mucus qui va empêcher les micro-organismes d'entrer dans le corps, typiquement à l'intérieur de notre nez, dans notre bouche, aussi dans les sécrétions vaginales, et puis le doute, c'est les muqueuses nasales, buccales et vaginales. Nous avons également des éléments qui vont expulser les éléments indésirables, comme par exemple les cils de la trachée. Donc ces cils vont permettre d'empêcher et d'expulser les éléments indésirables qui pourraient aller dans les poumons. Le corps va produire deux désinfectants naturels qui sont la sueur et le sébum. Donc qu'est-ce que c'est le sébum? Donc c'est une couche plutôt grasse qui est produite par votre peau. Et c'est ce qui va causer chez les adolescents, en particulier, les boutons d'acné. D'accord? Donc c'est une surproduction de ce sébum. Et puis vous avez également les bactéries non pathogènes qui vont vous protéger votre corps en fait des micro-organismes qui sont dits pathogènes, donc qui vont provoquer certaines maladies. Donc là, le petit schéma qu'on a vu avant. En ce qui concerne la contamination, donc comment est-ce que ces micro-organismes vont contaminer votre corps, etc. Donc le risque d'être contaminé et d'avoir une pénétration de ces microbes dans votre organisme est constant. Donc ça veut dire que n'importe où, vous pouvez avoir une pénétration de ces microbes. Donc il suffit pour cela que les barrières naturelles soient franchies. Donc les barrières naturelles qu'on a vues avant, les cils, les muqueuses, etc., etc. Ces micro-organismes présentent une diversité de taille, de forme et aussi des propriétés biologiques. Il y en a certaines, comme on a vu, qui sont inoffensives, et d'autres sont responsables d'infections qui peuvent transmettre d'un individu à l'autre. Cette transmission, comme on l'a déjà vu, peut se faire par l'air, par l'eau, par des aliments, par des objets, par le sang ou aussi par des rapports sexuels. Du moment que ces microbes ont réussi à franchir les barrières, on a ce qu'on appelle la prolifération. Donc ça veut dire la multiplication de ces micro-organismes dans votre organisme. Il y en a certaines, par exemple le streptocoque, qui ont tendance à envahir l'ensemble de l'organisme et peuvent être à l'origine d'une infection généralisée qu'on appelle aussi, pour une infection du sang, la septicémie. Pour pouvoir lutter contre ces agents pathogènes, on va utiliser une technique, entre guillemets, qui s'appelle l'asepsie. Donc l'asepsie, c'est l'ensemble des mesures prises pour qu'une plaie ou un objet ne soit pas contaminé par des microbes, ou qu'on puisse la débarrasser des microbes présents à la surface. Par exemple, si vous allez dans une salle d'opération, il faudra stériliser les instruments, mettre des gants, mettre une blouse, etc. Donc tous ces éléments-là sont liés à l'asepsie. Voilà, on est arrivé au bout de la partie théorique. Maintenant, vous allez devoir réaliser certains exercices. Donc, vous pouvez prendre la suite et puis vous allez pouvoir réaliser l'exercice 1. Donc, juste, vous allez faire une petite recherche dans ce que vous accomplissez tous les jours et puis me dire quels sont les éléments d'hygiène essentiels qui sont à respecter lors de la vie de tous les jours. Ce qui concerne l'hygiène corporelle, donc au niveau des soins, etc., douche, etc. Au niveau de l'hygiène domestique, donc au niveau de l'entretien de la maison, et puis au niveau de l'hygiène alimentaire, conservation des aliments, comment ça se passe dans un frigo, etc. Vous pouvez également réaliser l'exercice 2,
Donc là, il fallait voir une petite vidéo sur Internet. Et puis, c'est une expérience. Et vous allez devoir dessiner des mains non lavées, mains lavées avec du savon, mains désinfectées à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Ensuite, vous notez vos observations et votre conclusion. Et pour finir, vous pouvez prendre la page S14.4 de votre fichier, donc dans votre classeur, en vous aidant de la page 14.5 et 14.6. Vous pouvez bien sûr vous aider d'Internet si nécessaire. Donc pour ma part, c'est fini. Donc je vous souhaite une très bonne journée, bons exercices et puis on se revoit tout bientôt.